je représente aujourd'hui la Fondation Abbé Pierre. Je suis la directrice de l'Agence Hauts-de-France, mais on a aussi la particularité à Valenciennes d'avoir un accueil de jour qui est un des services de la Fondation Abbé Pierre, et toute l'équipe est présente aujourd'hui. Donc s'il y a aussi des questions pratiques sur ce qui se passe dans les accueils de jour ou peut-être l'envie d'en savoir un peu plus, c'est à 5 minutes à pied, je crois. 10 minutes en marchant doucement. Donc ce serait la possibilité aussi d'aller un peu plus loin sur ce que peut être un accueil de jour dans le réseau de la Fondation Abbé Pierre. On appelle ça une boutique solidarité. Je vais vous présenter des éléments. Donc j'ai un petit peu extrait des données, mais ça vient de la présentation qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, puisque c'était le 30 janvier. C'est devenu presque un rituel, puisqu'on est à la 23e édition du rapport sur l'état du mal-logement. Ça a été un des objectifs de la Fondation à sa création, qui remonte, elle a été reconnue d'utilité publique en 1992. L'objectif, c'était de pouvoir proposer une analyse transversale sur la situation du logement et de mettre à disposition ses connaissances. Ça a démarré dans des salles qui accueillaient 40 personnes, et aux dernières éditions, il y en avait environ 2000 qui venaient. On a aussi beaucoup traité du sujet du logement d'abord. Donc je remercie de nous donner l'opportunité de reprendre ces éléments et de poursuivre le débat aujourd'hui, et notamment dans les territoires. Il y a à peu près un an, à la même période, on avait reçu les différents candidats au présidentiel, et c'était l'occasion avec eux de faire le point sur leurs engagements, notamment par rapport aux difficultés de logement qu'on repère et qu'on dénonce et qu'on essaie de combattre également. Un des engagements très forts du candidat Macron à l'époque, c'était de s'engager délibérément dans les logiques de logement d'abord. Un an après, on voit qu'effectivement, c'est ce qui a été mis en avant. On attend de voir effectivement quels vont être les moyens qui seront déployés, parce que ça fait quelques années que les politiques infléchissent dans ce sens-là, mais on sent que c'est aussi toute une évolution de philosophie, et que du coup, ça prend du temps pour se mettre en place. Alors, pourquoi changer les choses ? Notamment, ce premier diagramme, en quelque sorte, peut l'illustrer. C'est le nombre de personnes qui, lors d'un recensement en novembre 2017, ont appelé le 115 et ne recevront pas de réponse. On voit que le département du Nord est en tête de ces chiffres-là, et ça montre en quelque sorte un dispositif qui s'essouffle, avec des professionnels qui, d'un côté du téléphone, sont dans l'impossibilité de pouvoir apporter des réponses à des personnes qui appellent, et de l'autre côté, des personnes en situation de non-logement qui s'essoufflent parfois et se désespèrent de n'obtenir pas de réponse. Et donc c'est un des éléments qui fait qu'effectivement on comprend pourquoi on doit travailler sur le système, et peut-être essayer de trouver des façons de le faire évoluer. Donc vous voyez également qu'il n'y a pas que dans le département du Nord que les chiffres atteignent ces niveaux-là, mais en tout cas les situations sont très disparates d'un territoire à l'autre. La situation nous alerte, parce que on constate qu'on est dans un dispositif où un certain nombre d'éléments qui ont fait du pays souvent un exemple, notamment en matière de logement social, sont parfois en train de se fragiliser. Et donc quand on reprend sur le diagramme ces éléments sur les APL, c'est aussi une façon de montrer que depuis 20 ans, on a grignoté ce dispositif, qui est un dispositif de solidarité nationale. Et on a d'abord commencé à geler le barème en quelque sorte, donc ça a pu donner lieu à un décrochage entre le niveau des loyers et le niveau des aides qui pouvaient être reçues. Il y a eu des premiers gels qui se sont mis en place à partir de 2014. Ensuite, une
baisse de l'APL quand il y avait des loyers excessifs. On a commencé à prendre d'autres éléments en compte. En 2017, et ça a été un des premiers gestes du quinquennat, une baisse de 5 € généralisée sur l'ensemble des APL pour arriver ensuite au gel des APL en 2018. Et donc, par rapport à la situation du logement et des opérateurs en particulier, c'est d'une part des moyens qui viennent fragiliser la trésorerie des bailleurs, mais surtout qui s'attaquent à un des piliers de notre système de logement en France. Et ça aboutit aussi à des situations, et ça c'est un des indicateurs de mal logement, où le décrochage entre les niveaux de loyer et les niveaux d'aide des personnes va en augmentant, ce qui évidemment fragilise les personnes concernées avec de moins en moins de, on va dire, effets protecteurs par les APL, et c'est peut-être aussi ce qui peut parfois renvoyer à la question des expulsions par exemple, où on voit qu'en dépit des mesures de prévention qui sont développées dans l'ensemble des départements, notamment avec les CAPEX, on a un nombre de personnes en situation d'expulsion qui continue d'augmenter. L'IGAS a estimé la perte de pouvoir d'achat à 2,5 milliards d'euros entre 2000 et 2010. Donc ça montre effectivement que cet effet, on va dire, de rééquilibrage de l'APL disparaît de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est environ 1 million de ménages qui ont un taux d'effort qui est supérieur à 33% en dépit de l'APL qu'ils reçoivent. Donc on est sur un système qui évolue dans ces règles de rééquilibrage et qui fragilise les personnes. On a quelques éléments qui donnent du détail sur les coupes dans les APL, notamment les 800 millions qui vont arriver tout de suite cette année, en 2019 aussi, et ensuite on sera à 1500 millions dès 2020, mais peut-être que Jean-Luc Van Destienne aura l'occasion de revenir dessus. Et finalement, donc, des coupes dans ce budget qui s'inscrit dans les dépenses, mais qui était aussi fondamental pour beaucoup des locataires, et notamment les plus fragiles. Ça ne concerne pas seulement les locataires, ça concerne aussi l'accession. Donc ça concerne environ 35 000 ménages chaque année qui, avec des bas revenus, se lançaient dans l'accession. Et on l'avait déjà évoqué il y a quelques années. Finalement, le choix qui est laissé aux ménages, il est de moins en moins possible pour les ménages à bas revenus en fait. En 40 ans, on est parti d'une situation où selon les revenus, on avait environ 40% des ménages qui, entre 25 et 45 ans, faisaient le choix de l'accession. Aujourd'hui, on constate que parmi les plus pauvres, c'est de plus en plus difficile, et on est à moins d'un ménage sur 5 qui va pouvoir se lancer dans l'accession. Et avec cette coupe sur l'APL accession, ça va être encore plus difficile. Et en même temps, on voudrait insister sur le fait que ça ne concerne pas que l'accession, parce que c'est aussi une APL qui était versée aux ménages qui se lançaient dans des travaux d'amélioration. Et parfois, donc, les ménages les plus modestes, s'ils faisaient un prêt travaux dans le cadre d'un chantier de lutte contre la précarité énergétique ou sortie d'insalubrité, pouvaient se voir solvabiliser avec le versement de l'APL. Et ça disparaît. Alors évidemment, ça ne concerne que quelques dizaines de milliers de ménages. Mais quand on voit les chiffres en matière d'ANA et d'aide versée, ça reste significatif, et ça diminue encore une fois la réduction des écarts qu'il pouvait y avoir entre les différents ménages. Donc une saignée sans précédent. Il y avait une particularité en France, c'était le nombre de logements sociaux. Et ce modèle à la française, il devient de plus en plus difficile, fragile, parce qu'une partie de ceux qui ont permis de le bâtir se retrouvent en difficulté. On a beaucoup alerté aussi le semestre dernier, parce qu'une partie des modèles économiques qui ont servi à justifier la baisse des APL étaient basés sur des modèles, on va dire, par
parisien. Et il faut savoir que dans la région, la plupart des bailleurs ont beaucoup plus de ménages qui sont sous les APL. Et donc c'est finalement les bailleurs qui interviennent dans les quartiers en politique de la ville qui sont plus durement frappés que ceux qui globalement ont un patrimoine qui est réparti dans différents quartiers. Et ceux qui font donc la mission d'un bailleur social, qui est d'accueillir les ménages à plus faibles ressources, se trouvent amputés d'une partie de leurs recettes avec cette baisse des APL. Donc là aussi, quand on est dans des situations repérées de mal logement où une des clés c'est de construire davantage et de proposer davantage de logements, ça pose la question des moyens. Et en tant que stagiaire, je vous invite tous à être vigilants sur les lois de finances, les programmations et de repérer comment les politiques peuvent permettre de s'inscrire dans les chantiers de programmation et permettre de poursuivre la production de logements. Donc, on est sur des estimations aujourd'hui de construction qui sont reprises par ce diagramme. On a des niveaux importants qui ont été peut-être autorisés par le renforcement des politiques. On souhaiterait que ça puisse se poursuivre, mais donc les différents indicateurs que l'on reçoit ne nous permettent pas d'être complètement optimistes. D'une part, parce qu'on n'a toujours pas réussi à dépasser la barre des 150 000, ce qui explique qu'on est toujours dans une situation de pénurie. En France, on est à environ une demande qui aboutit à une attribution sur 4. Sur 3-4. Dans la région, on est plutôt à une demande sur 3. Dans la région globale Hauts-de-France, c'est un peu plus tendu dans le nord que dans les Hauts-de-France, mais donc ça veut dire que le délai d'attente, il se calcule parfois en plusieurs années pour certains ménages. Ça s'explique notamment par le manque de logement. Et on n'arrive toujours pas à atteindre cet objectif des 150 000 qui permettrait d'avoir une offre plus quantitative. Et les dernières annonces en matière de politique mettent en avant une programmation de 40 000 PLAI, ce qui est assez ambitieux. On voit qu'on avait atteint environ 32 000 l'année dernière, mais on n'a pas tellement d'éléments sur les autres productions de logements sociaux. Donc là aussi, nous, on signale cette difficulté par rapport au temps d'attente moyen que rencontrent les ménages qui sont en demande de logement et aux difficultés aussi, on l'a évoqué, sur les prix des différents logements. À côté du parc social, une façon de répondre aussi aux ménages qui sont en recherche de logement, c'est la mobilisation du parc privé. Et là aussi, on repère qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont plutôt pessimistes, parce que les aides qui permettent de mobiliser le parc privé pour avoir des loyers qui soient plafonnés sont en diminution. Donc là, ça illustre que chaque année, on arrive de moins en moins à remettre sur le marché des logements privés avec des loyers qui sont compatibles avec les ménages qui ont des besoins sociaux. Une petite dose d'optimisme quand même, c'est la réussite du programme Habiter mieux. Et on est particulièrement concerné dans la région où 3/4 des logements sont plutôt énergivores. Et donc on peut se féliciter qu'après des démarrages un peu poussifs, ce programme il soit plutôt bien lancé, avec des objectifs encore plus ambitieux qui ont été annoncés récemment pour la rénovation des bâtiments, la rénovation énergétique des bâtiments. On met en général aussi ce diagramme pour essayer de chasser une partie des idées reçues, où quand on reprend l'effort qui est consacré au logement et qu'on le rapporte au PIB, on constate que finalement on est toujours en dessous de 2%. Donc il y a qu'en 2009, avec notamment les suites du plan Borloo, où on avait légèrement dépassé les 2%. Mais donc, alors qu'on affiche un certain nombre d'ambitions en matière de logement, les dépenses publiques restent tout à fait
cantonné en dessous de cette barre des 2%. Et donc, si on est optimiste, on peut se dire peut-être qu'on a de la réserve et que si on voulait en faire plus, on pourrait aller plus loin en mobilisant un peu de PIB. Si on est pessimiste, on peut se dire finalement qu'on décrit toujours le logement comme une politique chère, mais finalement, on ne met pas souvent tous les moyens disponibles pour aller plus loin. C'est peut-être ce qui va arriver avec Logement d'abord, où on a eu quand même un appel à manifestation d'intérêt et sans doute plusieurs territoires qui vont pouvoir expérimenter avec anticipation le dispositif. Il y a quelques moyens supplémentaires qui sont consacrés et donc on verra ce que ça pourra donner par la suite. Le dernier chiffre, c'est un élément sur les mesures qui ont été prises. Et alors que l'APL a rapidement amputé les ressources d'un certain nombre de locataires, pardon, j'ai oublié de dire que j'étais malade et donc je vais vous passer une vidéo après, je pourrai voir. Pour le moment, on constate une certaine inégalité entre les différents ménages, puisque les ménages qui sont concernés par l'ISF et qui vont faire l'économie très vite vont capter 42% des gains des nouvelles mesures. Et donc là aussi, pardon, on appelle à plus de vigilance pour faire en sorte que les mesures annoncées pour le logement et la réduction des écarts se suivent d'effet et qu'on puisse mobiliser des moyens pour sortir de cette situation. Donc, on a évoqué un logement d'abord, c'est votre sujet. Je vais après pouvoir présenter quelques éléments et notamment les recommandations de la Fondation. Pour faire la transition, je vous invite à regarder une vidéo qui présente l'exemple finlandais. Et face au mal logement qui s'enracine en France, la Fondation Abbé Pierre avance plusieurs pistes et plusieurs modèles à suivre, notamment la Finlande. Depuis 8 ans déjà, le gouvernement fait du sujet sa priorité absolue, car le logement conditionne tous les autres problèmes sociaux. Donner un toit stable à d'anciens SDF, ça fonctionne. Regardez ce reportage d'Élodie Bessin-Besserias et Georges Pinol. À Helsinki, les sans domicile fixe ne font plus partie du paysage. Près de la moitié d'entre eux ont été relogés grâce à une ambitieuse politique nationale. Entrez, entrez. Usva a 30 ans. Elle fait partie de ceux qui ont connu la galère pendant des années. Depuis 18 mois, elle a enfin un toit. Voilà, j'habite ici. Ce logement, elle l'a obtenu grâce aux pouvoirs publics et aux associations. Les premiers mois, cette jeune mère célibataire a été prise en charge par les aides sociales et elle s'est très vite remise à flot. Sans cet appartement, j'aurais fait un burn-out. Usva a bénéficié du programme Logement d'abord. Comme elle, depuis 8 ans, des personnes très vulnérables sont logées sans limitation de durée dans un appartement à leur nom. Quand on vit à l'hôtel ou dans des foyers, on est toujours considéré par la société comme des sans-abri. Parce que ce ne sont que des solutions temporaires pour 2 ou 3 ans maximum. Alors qu'ici, on peut rester toute la vie et envisager l'avenir autrement. Accéder à un toit, avant de régler ses problèmes sociaux et de santé, cela a permis à Usva de se reprendre en main. Désormais, elle travaille à l'accueil de cette entreprise et paye son appartement avec son salaire. Aujourd'hui, je suis indépendante. Je vis sans aide sociale. On ne peut rien faire, ni même travailler si on ne sait pas où on va dormir la nuit d'après. Donc obtenir un logement, c'est vraiment un préalable à tout. À Helsinki, des milliers d'appartements ont été achetés ou rénovés pour les sans-abri. Les centres d'hébergement d'urgence de la ville ont tous été transformés en logements pérennes. Dernière en date, l'Armée du Salut qui compte désormais 80 appartements dont les locataires pourront rester à vie. Juha Akinen est président d'une des 2 associations participant au programme Logement d'abord. Pour nous en parler, il a tenu à nous montrer cette place. Vous voyez ici, sur la place principale, on ne voit plus de sans-abri, contrairement à ce qu'on observe dans la plupart des villes européennes. Pour lui, ce programme doit être un dernier recours. En amont, il y a les logements sociaux. Et la Finlande en compte plus qu'en France.
Si vous ne construisez pas assez de logements sociaux, vous aurez forcément des problèmes et plus de sans-abri. C'est une question politique. Le gouvernement a investi 240 millions d'euros en 8 ans sur le programme. Mais au ministère du Logement, on a fait les comptes. Une personne sortie de la rue, c'est une économie de 15 000 euros par an. Il y a aussi un effet bénéfique sur la sécurité de l'ensemble du pays. C'est beaucoup plus sûr pour la société que personne n'habite dans la rue et crée d'éventuels troubles. Avec ce programme Logement d'abord, le pays est devenu une sorte de laboratoire européen des solutions au mal-logement. C'est d'ailleurs le seul en Europe où le nombre de sans-abri a diminué. Ils sont aujourd'hui moins de 7 000. Le nombre de sans-domicile en France avait augmenté de 50%. Que la Fondation Abbé Pierre avait relancé un peu cette idée de plan sans domicile objectif zéro pour essayer d'arriver déjà au moins sans doute à éviter que le nombre de sans domicile augmente, mais pourquoi pas à le diminuer. On peut reprendre ces exemples. Il y a aussi les expérimentations qui ont pu être menées en France. Et donc, on essaie de reprendre les différents leviers qui, pour la plupart, sont déjà potentiellement existants dans le pays, mais qui nécessitent en quelque sorte un changement de philosophie. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on mette un terme à une approche un peu urgentiste des choses qui a abouti notamment au quasiment doublement des places d'hébergement en 5 ans, mais avec, on l'a évoqué tout à l'heure, toujours des difficultés pour les différents services du 115 de répondre à des demandes qui arrivent et des personnes qui restent sans réponse. Donc il y a vraiment une approche de rupture à construire pour éviter de poursuivre l'inflation des places d'hébergement. Ce qui s'est passé en Finlande, donc on l'a vu, et ce diagramme l'illustre, c'est, alors je vais le remettre en pleine page, une diminution par 5 du nombre de sans-domicile au sens de l'INSEE. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était qu'effectivement, il y ait un engagement résolu vers cette direction-là aussi, et que la plupart des territoires puissent s'engager avec peut-être des durées adaptées selon les territoires, à diminuer drastiquement le nombre de sans-domicile en 5 ans ou en 10 ans selon les territoires. Ça passe par différents leviers. En premier, donc, c'est cette affirmation de la politique de logement d'abord, donc se donner les moyens de permettre l'accès. C'est aussi peut-être dans nos habitudes mettre un terme à cette évaluation parfois de la capacité à habiter. Les différentes expériences montrent que c'est quand la personne est dans le logement qu'on peut vérifier ou pas que ça se passe bien, mais il ne s'agit pas de mettre des filtres à l'avance qui ne s'avèrent pas toujours justes ou bons, mais donc faire confiance, mettre les personnes en situation de logement et faire évoluer les accompagnements pour pouvoir donner le plus de chances aux personnes logées de réussir à se maintenir dans le logement. Il y a des exemples belges qui sont venus témoigner lors de cette présentation il y a une quinzaine de jours à Paris. Ils ont comparé 2 échantillons, ceux qu'on accompagnait classiquement et ceux qui ont pu bénéficier d'une expérience type logement d'abord. Ils étaient quasiment tous encore dans le logement 2 ans après, alors que ceux qu'on accompagnait classiquement étaient 1 sur 2. Et je pense que si il y a plusieurs associations dans la salle, elles peuvent témoigner de cette difficulté où on ne sait pas toujours ce qui explique que le logement ne va pas être un pari gagné sur la durée, ou ce qui fait que certaines personnes sur lesquelles peut-être on se disait « Ouh là là, ça va être compliqué », et finalement, ça va très vite quand on est dans le logement et ça a bien marché. Donc, qu'on revoie la philosophie d'action et qu'on fasse confiance en raccourcissant les délais pour accéder au logement. Mais évidemment, pour pouvoir accéder au logement, il faut qu'il y ait une offre de logement suffisamment disponible. C'est un des deuxièmes piliers, mobiliser le parc social, développer l'offre de logement abordable. Ce diagramme, il illustre une partie des réalités, c'est des moyennes d'attribution. On voit que c'est quand on a des ressources de l'ordre du SMIC,
qu'on a le plus de chances d'accéder à un logement. Par contre, quand on est sans domicile ou quand on a des ressources qui sont inférieures à 500 €, c'est plus difficile. C'est quasiment une moitié plus dur. Et donc, comment on fait pour transformer les politiques d'attribution et faire en sorte que une partie de ce qui va être remis en location soit orienté vers ce qu'on qualifie de prioritaire parfois, mais quand on regarde les chiffres, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un des deuxièmes piliers, une des deuxièmes actions à faire, mobiliser le parc social pour l'orienter vers ceux qui n'ont pas de logement. Il y a un certain nombre de lois qui sont en train de faire évoluer les choses, avec la volonté de consacrer 25% des attributions hors QPV aux ménages les plus pauvres, de réserver aussi 25% des attributions aux prioritaires. Et donc c'est une façon de suivre autrement les politiques d'attribution, mais qui va permettre comme ça d'améliorer les chances de ceux qui n'ont pas de logement aujourd'hui de se retrouver dans un logement et donc peut-être de rattraper les autres. On a la chance, je l'ai dit, en France, d'avoir un grand parc social. C'est environ 5 millions de logements. Chaque année, c'est environ 500 000 attributions à l'échelle de la France. Si on en réserve une partie, c'est une vraie bonne façon de permettre aux 140 000 SDF recensés au sens de l'INSEE de trouver un logement et d'avoir des résultats qui vont s'améliorer dans les 5 ans qui viennent. Une autre façon, c'est de travailler aussi sur le prix des logements. On a des programmes de logement, vous connaissez tous ça, ou du moins vous allez bientôt connaître, entre les PLAI, les PLS, les PLI aussi ou les plus. Et même s'ils respectent des plafonds de loyer au mètre carré, la composition des logements fait que néanmoins ils sont parfois au-delà des loyers plafonds définis par l'APL. Donc il y a plus de chances de dépasser les plafonds quand on est en PLI ou en PLS, mais ce diagramme montre que c'est le cas aussi quand on est en PLAI, puisqu'il y a 12% des logements en PLAI qui ont un loyer supérieur au loyer plafond, 50%, c'est les HBM qui sont à 12%, et donc il est urgent aussi de retravailler les programmations pour que les logements produits soient compatibles avec les loyers plafonds et que ça améliore capacité à se maintenir des différents ménages et notamment ceux qui ont les ressources les plus faibles. Un autre pilier, c'est de mobiliser le parc privé. Nous, on avait fait des propositions dans ce sens-là. Comment on peut, alors qu'aujourd'hui, il y a des gisements, des logements vacants, mais aussi parfois des propriétaires qui ne s'y retrouvent pas et qui ont du mal à comprendre entre les différents dispositifs ou même à pouvoir trouver ce qu'ils ont à faire dans les différentes obligations. Comment on peut les aider à mettre sur le marché leur logement ? Les derniers piliers qu'on avait évoqués pour réussir une politique de logement d'abord, c'est aussi de faire en sorte que les entrées des nouveaux sans domicile diminuent, voire se tarissent. Donc ça va passer par des accueils plus dignes. Un des premiers maillons de l'accueil, c'est justement celui que proposent les accueils de jour. Donc une possibilité pour les personnes qui se retrouvent sans domicile d'être accueillies, d'avoir les moyens d'accéder aux droits de base, de pouvoir avoir une adresse, de pouvoir engager des démarches. Et c'est un des éléments importants de pouvoir apporter des solutions d'accueil et de pouvoir mailler le territoire en permettant à ceux qui se retrouvent sans domicile de pouvoir assez facilement trouver des personnes qui vont les accompagner dans les dossiers et qui vont, sans trop d'exigences, nous on parle aussi d'accueil inconditionnel, permettre à la personne de refaire le lien avec un certain nombre de démarches administratives. Une autre façon de diminuer le nombre de sans-logement, c'est aussi de revoir la politique d'accueil d'un certain nombre de personnes qui sont dans des parcours de migration. Aujourd'hui, on a des parcours qui sont parfois très longs et entre le moment où des demandes de résidence sont faites et les décisions parfois de rejet, il y a des personnes qui sont installées en France, qui ont parfois travaillé ou entamé des parcours de formation.
Et ça crée des situations qui sont assez délicates parce qu'à la fois, elles n'ouvrent pas droit à un certain nombre d'aides qui permettent d'accéder à un logement ou de se maintenir. Et néanmoins, il y a une partie du parcours des personnes qui s'est installée en France. Et donc, on a des situations d'entre-deux qui peuvent parfois aboutir à la situation d'absence de domicile et rendre aussi assez compliqué. On ne vient pas opposer les publics. On est conscient que ça fait partie d'une explication du volume et des flux qui peuvent arriver dans les accueils de jour ou poser un certain nombre de besoins nouveaux en matière d'hébergement. Néanmoins, on repère qu'il y a un certain nombre de situations qui viennent compliquer les parcours et qui peuvent expliquer des situations de sans domicile. Un autre élément, c'est la prévention des expulsions, puisque là, les personnes en situation d'expulsion sont reconnues prioritaires, notamment au sens du DALO, mais depuis plusieurs années, on n'arrive pas à enrayer le nombre de personnes qui se retrouvent sans logement suite à une expulsion. On a aussi plusieurs références européennes, et il y a aussi une expérimentation qui s'est menée à Lille, par exemple, qui montre que quand on met en place un accompagnement alors que le ménage est encore logé, c'est souvent plus efficace, c'est moins coûteux, et ça évite le traumatisme de se retrouver à la rue en perdant ses meubles ou avec des enfants qui se retrouvent du coup dans une situation très instable. Et donc c'est important, si on veut effectivement pouvoir réussir la politique du logement d'abord, de travailler aussi sur la politique de prévention des expulsions. C'était un diagramme qui illustrait la montée en puissance de Solibail. Nous, on insiste pour que ce soit plutôt en mandat de gestion qu'on augmente la part des Solibail, parce que c'est ce qui permet à la personne d'avoir un vrai statut de locataire et d'exister avec les droits que le bail amène. Les chiffres des expulsions, on voit que c'est quand même globalement une augmentation importante depuis 15 ans, en dépit du travail sérieux qui peut être fait notamment dans les CAPEX. Et donc là aussi, il y a un enjeu à travailler sur ce qui permet de limiter le prix du logement. J'évoquais en préambule avec la baisse des APL qu'on avait aujourd'hui 1 million de ménages qui se retrouvaient avec des taux d'effort qui étaient au-delà de 33%. Et c'est sans doute en partie lié à ce risque d'expulsion et cette fragilisation des situations. Les expulsions de bidonvilles, ça explique aussi un certain nombre de demandes. C'est une des missions qui est aussi conduite par la DIAL, où en fin d'année 2017, on a eu un nombre important d'expulsions. Nous, on essaie de plaider pour qu'il ne puisse pas y avoir de départ de bidonville sans que la question du logement ait été travaillée. Et on invite vraiment à oser une politique différente pour éviter que des ménages se retrouvent à la dérive. Donc, voilà les 6 leviers qui sont présentés par la Fondation Abbé Pierre et qui chacun reprennent finalement des phénomènes de mal logement qui viennent alimenter la crise qu'on dénonce. Mais on insiste aussi pour dire que sur chacun de ces leviers, il y a des expériences réussies qui ont pu être menées ça et là en France, et que c'est vraiment en s'appuyant sur ce qui existe déjà, mais peut-être en changeant d'échelle, qu'on pourra augmenter le nombre de réponses positives, et que l'ensemble de ces solutions combinées, ça peut effectivement faire changer les choses, mais je vais laisser les autres intervenants le développer plus tard.